Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission, Les grands défis. Les grands défis, aujourd'hui, nous allons recevoir sur ce plateau Maître Bernard Takai Chengumbi, vice-premier ministre, vice-premier ministre de la Justice et qui a accepté de répondre à nos questions. Et nous allons évoquer avec lui le développement de la province du Maniema. Quels sont les défis qui empêchent le développement de la province du Maniema? Alors, comme c'est un homme politique, c'est aussi un haut cadre de l'UDPS, le parti présidentiel. Nous pouvons commencer par l'actualité avec tout ce qu'il y a comme sortie médiatique de Corneille Nangaa, le président honoraire de la Commission électorale nationale indépendante. Maître Bernard Takai Chengumbi, bonjour. Bonjour, Monsieur Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accepté de répondre à votre invitation. Première question, ça fait presque 2 ans que vous êtes en dehors de la scène politique, la politique active donc. Vous avez été vice-premier ministre, ministre de la Justice ad intérim et vice-ministre de la Justice. Maintenant que vous observez ceux qui vous ont remplacé, comment est-ce que vous les jugez? Comment est-ce qu'ils gèrent? Surtout les secteurs que vous avez pu chapeauter pendant un temps. Donc, je voudrais juste d'abord donner une précision. J'ai été nommé membre du premier gouvernement de Ilunga Ilunkamba. Donc, le premier mandat de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République. Et après le départ de mon titulaire, j'ai exercé les fonctions de vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et donc, je suis un membre du gouvernement honoraire. Comme le président l'a dit, et je l'ai toujours dit, je n'ai cessé de le dire, nous déplorons toujours les comportements de nos magistrats qui ne veulent pas vraiment être indépendants. Et j'ai toujours dit, les jours où ils se rendront compte de leur indépendance, ce sera le début du développement de notre pays. Et comme d'aucuns disent, la justice élève la nation. Et donc, nous continuons à déplorer, et c'est ce que j'ai toujours dit, et je continue à le dire, j'insiste même, que nous ne devons pas avoir peur et honte d'engager des réformes. Nous devons engager des réformes pour que nous puissions accompagner sérieusement cette magistrature qui est encore faible. Et je pense peut-être que c'est un des chantiers pour que nous puissions vraiment aller de l'avant. Cette justice doit être non seulement modernisée, doit être accompagnée sérieusement. Et je pense que le ministre de la Justice devrait avoir quand même un certain pouvoir de regard sur le fonctionnement de la magistrature. Et je crois que ça aurait été mieux. À la limite, peut-être, le président de la République, en tant que garant de la nation, devrait, en principe, être membre ou le président du Conseil supérieur de la magistrature, et il pouvait déléguer son pouvoir au ministre de la Justice dans le sens de bien veiller sur le fonctionnement de cette justice-là. Voilà, ce n'est pas notre sujet, c'était juste pour faire comprendre aux gens que vous avez été une des grandes autorités du pays. Alors, actualité oblige, vous avez suivi Corneille Nangaa, l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, qui, ces derniers temps, commence à faire des sorties médiatiques comme quoi il faut arrêter Tshisekedi, il faut l'empêcher d'aller au-delà, il faut. Comment vous réagissez face à ces sorties médiatiques de Corneille Nangaa? Je dis d'abord par principe, il n'est pas interdit à quelqu'un de faire la politique au Congo.
c'est quelque chose de libéral. Chacun peut faire la politique. Mais je me dis, quand on a déjà été président d'une institution comme la CENI, la Commission électorale indépendante, je pense qu'on doit avoir un peu de réserve dans ces sorties médiatiques. Parce qu'il a vécu, il a vu beaucoup de choses, il a manipulé beaucoup de choses, et il doit avoir un peu de réserve dans ce que... Je l'ai entendu dire quand il était menacé, sa vie était menacée, et qu'on lui avait retiré la garde. Non, mais parce qu'il a voulu faire la politique. Il n'était plus. Il ne se considérait plus comme ancien président de cette institution-là, qui est la CENI. Donc, en tant que politicien, les faillots le sont là. Les Katumbi. Et là, qui encore il y a beaucoup d'opposants qui sont libres et qui s'expriment librement. Mais lui, sa sortie ou ses sorties médiatiques, je sais que c'est un monsieur intelligent. C'est un monsieur mais malheureusement, qui est en train de rater d'être vraiment un vrai patriote. Et je dis, je ne suis pas chantre de la peine des morts, mais je me dis à un certain moment que nous ne pouvons pas aller vite à la suppression de cette peine-là. Parce qu'il y a deux gens qui se compromettent de cette manière-là, qu'il faut absolument être sévère vis-à-vis d'eux. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que vous êtes un patriote, vous avez exercé des grandes fonctions comme la CENI, et que vous puissiez vous compromettre en disant de balivernes de cette façon-là. Qu'il ait dit la vérité ou pas, mais qu'est-ce qu'il devait faire? Parce qu'il a chapeauté cette grande institution, et si aujourd'hui Tshisekedi est président de la République, c'est parce que lui l'a dit. Il pouvait ne pas le faire. Pourquoi il l'avait dit? Pourquoi il menace de dire n'importe quoi? Ça montre combien de fois que nous sommes encore loin d'être des hommes d'État. Et ça, personne ne peut nous respecter dans le monde. Personne. Est-ce que vous avez pu analyser les motivations qui peuvent le pousser à... Il n'y a pas d'autre motivation que des motivations politiques. C'est pour dire simplement que, bon, au Congo, on peut devenir président, chancelier Kopamba, on peut être premier ministre, chancelier Kopamba. C'est dans ce sens-là. Et parce qu'il sait peut-être qu'au Congo, on ne respecte rien. C'est comme ça que j'ai toujours dit. Nous qui sommes politiques, nous devons faire la politique autrement. Nous devons être au service de la loi. S'il peut y avoir de la dictature, c'est la dictature de la loi, comme disait Tshisekedi. Il faut bien appliquer la loi dans sa rigueur. Et là, je pense peut-être que nous qui faisons la politique, nous qui prétendons faire la politique, nous serons bien éduqués. Quelles peuvent être les mesures qui peuvent s'appliquer à son encontre? Non, mais moi je dis tout simplement que la justice doit se saisir de cette situation-là et les poursuivre pour haute trahison. Est-ce qu'il ne sera pas suivi par la population? Non, écoutez, quand quelqu'un a commis une infraction, on ne peut pas dire, ce n'est pas parce qu'on se dit qu'on est politicien qu'on doit être au-dessus de la loi. Il y a certaines choses que nous ne pouvons pas nous permettre de dire. Et donc, dire qu'une façon de, je ne sais pas si vous voulez dire, de le rendre populaire, non. Tout simplement, nous devons appliquer la loi. Et la loi, je sais qu'il peut bien répondre ce fait de tout ce qu'il est en train de raconter en dehors du pays. Pourquoi il a fouillé? Alors qu'il y a beaucoup d'opposants ici, qui ne sont pas inquiétés, qui ne sont pas menacés. Pourquoi c'est simplement lui? Ce sont des choses que nous devons éviter, nous qui prétendons être des politiciens. D'accord. Revenons à notre mouton. Nous sommes au Maniema cette fois-ci. Vous êtes un des leaders de la province du Maniema. Vous présidez encore une grande association des ressortissants du Maniema. Et je crois bien que vous avez la situation. Dernièrement, vous étiez rendu
dans votre fief, je crois, à Pangui. Et quelle est la santé actuelle de la province du Maniema sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan environnemental, pourquoi pas éducationnel? Non, je dirais que, bon, évidemment, je suis originaire du Maniema, et plus particulièrement du territoire de Pangui, où je suis candidat député national. Mais je dis tout de suite là que la situation globale du Maniema est déplorable et catastrophique. Pourquoi elle est catastrophique? Tout simplement parce que la province est totalement enclavée et qu'il faut, en principe, que les autorités du pays et de la province et en général du pays puissent avoir un œil regardant pour cette province-là. Et je pense que nous n'avons plus de sociétés. Il y a une pauvreté très avancée, tout simplement parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a rien, il n'y a aucune société qui fonctionne là-bas. Et donc, les gens sont laissés à leur sort, à leur triste sort. Et c'est vraiment malheureux. Donc, sur le plan social, la situation est catastrophique. Catastrophique, je venais de le dire, tout simplement parce que les voies de communication ne sont pas accessibles, à part l'avion. Et ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas à la portée. Prendre un avion, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et donc, nous avions des voies de... Il y avait le train des trains Lubumbashi, Kindu, Kalemi, Kindu, qui était opérationnel. Pour le moment, ce n'est plus opérationnel. Nous avions les bateaux qui quittaient Kisangani pour Kindu, mais bon, en fait, la partie Ubundu-Kisangani est impraticable pour qu'on puisse approvisionner Kindu. Donc, nous avons la route Punia, donc en fait, la route Kindu et Kisangani, qui était une route, depuis que le pont Olindi avait coulé. Bon, en fait, jusque-là, il n'y a plus de communication. Et donc, même la route qui passait Kassongo vers, je sais pas, Bukavu et ainsi de suite, tout ça, c'est impraticable. Et donc, la province est totalement enclavée, elle ne respire pas. Sur le plan social, c'est catastrophique. Sur le plan éducationnel, évidemment, quand vous savez qu'il n'y a rien, les parents sont pauvres, on ne sait même pas payer les minervales pour son enfant, et ça devient compliqué. Sur le plan environnemental, mais il n'y a rien qui marche. On peut, sur le plan de l'agriculture, on peut avoir la volonté de cultiver beaucoup de choses, beaucoup de produits, mais comment les évacuer ces produits-là? C'est difficile. Et donc, cette province est dans une situation de délabrement très, très, très avancée et qu'elle mérite d'être... plutôt d'enclavement et elle mérite d'être un œil regardant des autorités nationales. Alors, c'est une chanson que j'ai suivie il y a 3 ans, 4 ans. C'est toujours... La province est désenclavée. La province, plutôt, est enclavée. La province est enclavée. La province souffre. Et quand est-ce que la chanson va se terminer? Parce qu'il y a les autorités qui dirigent la province du Maniema. Qu'est-ce qu'elles font? Non, je sais, c'est ça, je voulais en venir. Et c'est ça ce que je suis en train de dire, qu'il y a une crise de leadership. Vous savez, nous sommes une province qui n'a pas encore bénéficié quelque chose de concret du régime. Alors que moi personnellement, je suis un cadre du parti. J'étais au gouvernement, je n'étais pas membre du gouvernement du Maniema, non. J'étais le membre du gouvernement de la République. Donc j'étais le ministre de toute la République. Et je ne pouvais pas, et même si j'avais assez de moyens, ce n'est pas moi seul qui pouvais développer ce pays, cette partie de la province. Donc, il faut absolument qu'il y ait les concours
du gouvernement central. Et le gouvernement central peut ne pas intervenir, mais il faut un leadership, quelqu'un qui entreprend de démarches pour attirer l'attention des autorités, pour leur dire nous avons telle préoccupation, nous avons tel problème, et nous sommes en train de chercher des solutions à ce problème-là. Et ces leaderships-là manquent. Nous nous sommes battus ici pour, et je crois que ça a laissé beaucoup de traces dans notre parti politique, beaucoup de mauvaises traces. Nous nous sommes battus pour être, lorsqu'on avait organisé l'élection de gouverneur, on voudrait apporter notre contribution, notre expérience, notre façon de voir les choses, parce que nous avons toujours dit que nous devons faire la politique autrement. C'est être sérieux dans la gestion de la chose publique. Mais nous avons été très mal compris et que nous n'avons pas réussi à nous faire élire. Et jusqu'à présent, la situation de Maniema... Il n'y a pas encore eu l'élection des gouverneurs. Nous n'avons plus eu cette et élection. Pendant ce moment, la province est en train de ruine. Est en train de connaître des moments extrêmement difficiles. Je ne dis pas que je suis le seul qui peut apporter mais c'est question de voir, de mettre quelqu'un qui peut apporter du sérieux, qui peut avoir de l'influence, qui peut bouger le gouvernement central, national, pour que ce gouvernement regarde un tout petit peu ce qui est en train de se passer dans le Maniema et que la population puisse respirer normalement. Et c'est les combats que nous sommes en train de mener. Nous ne pouvons pas baisser la garde, être dans le gouvernement ou pas, mais nous serons obligés de crier un peu partout, d'interpeller les autorités, tant nationales que provinciales, de veiller de regarder un tout petit peu. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire que le président Fathi, depuis qu'il est là, n'a jamais foulé son pied au Maniema? Non, mais c'est pas que je veux... dire que c'est vous qui pouvez l'amener, ou bien... Je ne peux pas dire que... Non, écoutez, je voulais dire non. C'est évident, il n'a jamais été au Maniema depuis qu'il est là. Je ne dis pas que c'est par sa faute. C'est tout simplement ce que je venais de décrire et je suis en train de décrire ici. Il n'y a personne pour l'influencer qu'il arrive au Maniema. Il n'y a pas un leadership. Parce qu'il faut attirer l'attention de l'autorité. Vous savez, il n'est pas seulement le président de Kinshasa, il n'est pas seulement le président du Maniema, non. Il est le président de toute la République. Et il a beaucoup de choses à faire. Il a beaucoup de préoccupations. Il y a beaucoup de gens qui viennent lui soumettre là. Mais il faut un homme un peu charismatique, un leader, quelqu'un qui est entreprenant et qui peut voir bousculer l'agenda du chef. Parce que si une fois le président de la République, si une fois il avait effectué un déplacement dans le Maniema, il comprendrait le pleur des enfants du Maniema. C'est que nous sommes en train de relayer. Et peut-être qu'il serait interpellé et il ferait quelque chose. Mais ce leadership-là manque malheureusement. C'est lui qui est au pouvoir aujourd'hui, qui assume l'intérim. Il est de l'UDPS et vous avez eu à l'encadrer, à être avec lui, à le booster pour qu'il devienne d'abord ministre. Et pourquoi il ne parvient pas à faire ressortir les belles idées de gestion que vous prenez ici? Vous savez, j'ai toujours dit, d'ailleurs, je ne suis pas le premier à le dire, les gens disent toujours, mais dans notre dialecte, dans notre, pas dialecte, dans notre langue maternelle, on peut avoir son fils, on peut avoir son enfant, mais cet enfant-là, il n'est pas forcément dit que cet enfant va refléter les idées de son père, ou de sa mère, ou de ses parents, étant donné qu'il est confronté par beaucoup d'autres choses dans l'éducation des filles. Pour ceux qui avaient fait la pédagogie, la psychologie, ils savent ce que je veux dire par l'éducation des filles. Ça veut dire que l'environnement peut l'éduquer autrement. Évidemment, nous avons eu cette opportunité ou cette chance-là de l'avoir comme le point focal, parce qu'il était le président fédéral de Kindu,
de la ville de Kindu. Et nous avons travaillé avec lui pour que nous puissions arriver au résultat auquel nous sommes arrivés. Mais malheureusement, bon, en fait, il a sa façon de voir les choses, il a la façon de diriger. Bon. C'est parce que le gouvernement national n'arrive pas à le doter de moyens suffisants pour essayer de faire quelque chose. Pour preuve, je dis, nous avons il y a une partie qu'on appelle Koidro dans la ville de Kindu. On appelle Koidro. C'est une route qui est à côté de la banque centrale, en fait, la succursale de la banque centrale. Et cette route-là est coupée et menace même les bâtiments de la banque dans la ville de Kindu. Et ça fait 2 mois, je crois, 1 année déjà. 1 ou 1 année et demie, c'est pas quelque chose comme ça. Mais personne n'arrive à arranger cette place-là. Dans la ville de Kindu, mais à l'intérieur du pays, n'en parlons même pas. Donc, alors que ce sont des petites histoires qu'on pouvait... Évidemment, c'est un grand travail qui doit être fait, c'est de gros moyens qu'il faut mettre pour... mais il faut montrer à l'autorité, si on est incapable d'avoir le moyen pour entretenir cet endroit-là, pour arranger cet endroit, faites pression au gouvernement national. Ils sont là, ce gouvernement-là est là pour ce genre de travaux. Voyez les ministres des ITPR, voyez le ministre de Finances, et essayez de bousculer un peu partout pour que les choses aillent de l'avant. Mais bon, je ne sais pas exactement, parce que depuis qu'il est... mon frère Idrissa, c'est de lui qu'il s'agit, il est là. Malheureusement, notre collaboration devient de plus en plus difficile. Donc il ne traduit pas ce que il croit peut-être que je suis de l'UDPS dans la gestion. Il croit peut-être que je suis son ennemi, alors que je ne suis pas son ennemi. Et il sait pourquoi je m'étais présenté comme candidat, parce qu'il avait renoncé, il avait dit à beaucoup d'autres personnes qui n'allaient pas se présenter à cette élection-là parce qu'il n'était pas en phase avec les députés provinciaux. Et c'est ça ce que nous avons connu. Et il y a eu des perturbations. Bon, la gestion n'a pas été bonne de candidature. Nous sommes arrivés à ces résultats-là où, bon, en fait, il est là intérimaire. Bon, est-ce que ce n'est parce qu'il est intérimaire qu'il n'a pas assez de moyens? Et vous savez, les intérimaires ont toujours des limites. Est-ce que c'est parce qu'il est intérimaire qu'il n'arrive pas à se mouvoir correctement comme gouverneur? Il n'est pas le maire de la ville. Mais il doit s'occuper de toute la province. Mais malheureusement, si nous prenons le cas de Lualaba avec la gouverneure intérimaire qui quand même essaie de faire quelque chose. Mais pourquoi au Maniema l'intérimaire ne parvient à rien faire? Je ne suis pas son avocat. Je décriais d'abord cette crise de leadership. Il y a ça. Et il y a aussi, comme je venais de dire, ici, il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas de société, il n'y a pas grand-chose vraiment au Maniema, mais il y a moyen de faire quelque chose. C'est peut-être qu'il y a un peu de manque d'initiative, on n'est pas assez entreprenant. Bref, il y a crise de leadership. Il n'y a pas de société, mais il y a des minéraux, il y a des évidemment, il y a des minéraux, il y a des forêts. Mais oui, évidemment. Il y a des richesses au Maniema. C'est comme ça que je dis qu'il y a non seulement que ces minéraux, cette forêt, les eaux, tout ça, là, ne sont pas exploités, mais aussi il y a ce que j'ai appelé manque d'initiative. Parce que partant de tout ça, on peut bousculer, avoir des partenaires qui viennent exploiter et puis faire de son mieux pour que certaines situations redeviennent à la normale. À l'époque, le Maniema était le grenier de l'agriculture. Donc, en fait, le riz du Maniema était demandé presque partout.
Hein, dans le Bazimba, quoi là, dans le Kabambaré, on produisait beaucoup de, non seulement les cotons et les arachides, mais ils peuvent faire tout ça. Mais comment évacuer ce produit-là? Et donc les gens sont découragés. Et voilà, Alors, voilà, nous sommes en train de traverser des moments difficiles. Parce que les leaders ou les notables de la province ne parlent pas le même langage, ils sont divisés. Alors, que faire pour les remettre ensemble, pour Vous savez, parvenir à l'unité des fils et filles de la province? Oui, c'est ça l'idéal. Et moi, quand je parle, et quand je parle en tant que politicien, un homme politique, pour dire, j'ai toujours dit, et c'est mon slogan fétiche, je dis toujours que nous devons faire la politique autrement. Gustave, c'est un politique, c'est un adversaire politique, mais ce n'est pas un ennemi. Par exemple, pour ne citer que Gustave, il y a d'autres politiciens du Maniema, dont je ne voudrais pas citer les noms ici, avec qui, bon, je n'ai pas des limites du genre que je ne peux pas lui parler parce que, bon, si on m'entendait parler avec lui, je serais taxé de traître. Non, non. Si nous devons parler le problème du Maniema, nous devons nous mettre ensemble en principe. Nous devons défendre les mêmes valeurs, le même problème. C'est ça ce que j'appelle un vrai leader. C'est cela, c'est parmi les éléments qu'il doit incarner. Il ne doit pas dire non, celui-là est de l'opposition, il ne peut pas. Non, tout le monde doit mettre la patte, le mettre dans la patte pour essayer de construire Et si, quand on est dirigeant, on est responsable, et quand il y a quelque chose de bon qui se fait, ce ne sera pas pour la gloire de ceux-là qui se réclament être de l'opposition, mais ça sera dans l'actif de la personne qui gère. Alors que cela a été le concours de tout le monde. Donc il faut savoir associer les gens. Quelqu'un qui a une certaine expertise dans tel ou tel autre, quelqu'un qui a la possibilité d'avoir un projet quelque part, quelqu'un qui a un partenaire quelque part qui peut venir. Il faut toujours avoir cette possibilité-là de contacter les gens. Voilà, nous avons telle initiative, nous avons tel projet, est-ce que nous pouvons nous mettre d'accord pour essayer de réfléchir sur comment nous pouvons faire avancer les choses. Mais ça nous manque. Nous nous mettons, c'est comme si on était de chiens-chats. Ce n'est pas intéressant. Mais parce qu'il y a un camp qui veut, et vous savez, je voudrais terminer mon raisonnement en disant que, vous savez, une petite histoire, que le Maniema était considéré comme le bastion du FCC. Parce qu'il y avait tel. Mais quand moi je suis arrivé aux affaires, à un certain moment, je voudrais changer cette philosophie-là. Je voudrais changer. Et j'ai commencé à changer ces narratifs-là, dire non, c'est un bastion de ceci, de cela. Non. C'est pour nous tous, nous, les enfants du Maniema. Et j'étais en train de renverser pour preuve. Si celui qui était là, qui était de FCC bien entendu, était parti, c'est parce que tous les députés provinciaux s'étaient rangés derrière le président de la République. Parce que nous avions convaincu ces députés provinciaux-là, du moins la majorité, pour qu'ils se rangent derrière la majorité, en fait, le président de la République, dans l'union sacrée. L'union sacrée de la nation. Donc, nous avions entrepris toutes ces démarches-là, ce n'est pas pour rien. C'est pour que nous puissions parler le même langage et essayer de voir comment est-ce que nous pouvons développer le pays. Mais il y a certaines personnes, bon, depuis un certain moment, qui s'étaient lancées dans des situations pas correctes pour juste bloquer le développement du Maniema. Je ne parle pas simplement de celui qui est là en train de gérer le... Mais il y a d'autres députés, un petit groupe de députés qui, au lieu de voir l'intérêt supérieur de la province, ils se sont lancés dans des situations pas correctes. Voilà. Maintenant que l'UDP est au pouvoir, 5 ans après, qu'est-ce que la province du Maniema a pu bénéficier de la gestion de l'UDPS? Jusque-là, la province du Maniema n'a encore rien bénéficié.
Un petit bénéfice, peut-être, pas un petit. Bon, si on a pris dans le gouvernement un natif du Maniema, ce n'est quand même pas peu de choses. Mais qu'est-ce que ce natif du Maniema a apporté? Presque pas grand-chose. Donc, c'est cela le problème. Donc, ce que le Maniema a bénéficié, c'est peut-être d'avoir nommé un de ses fils, mais qui n'est plus au pouvoir, qui est à la personne de Maître Takaichi Ngumbi, dans le premier gouvernement. En dehors de ça, même le projet de 145 territoires, non, mais le Maniema n'a rien bénéficié. Je voulais en venir. Bon, je me dis, j'ai beaucoup soutenu cette initiative-là du développement à la base. On a dit, et on continue à le dire, à insister que les développements, en fait, ces projets doivent s'exécuter à la base, c'est-à-dire dans le territoire. Mais concepteur du dossier de ces projets-là, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait envisagé, parce que dans tous nos territoires, quasi total, pas seulement du Maniema, tous les territoires de toutes les provinces sont enclavés, pour la plupart. Il n'y a pas de route. Mais si vous voulez construire les bâtiments administratifs dans les chefs-lieux de ces territoires-là, vous allez amener, comment vous allez faire parvenir les matériaux à l'endroit où vous voulez exécuter ces projets-là. C'est difficile. Donc, si ça ne me concernait, en fait, si j'étais consulté, c'est vrai que c'est un bon projet. Commencer la construction des bâtiments administratifs dans les chefs-lieux de territoire, c'est bon, mais il faut envisager d'ouvrir d'abord de routes. Il faudra que les routes soient praticables. Et ça peut aider à ce que l'on puisse acheminer à l'endroit d'exécution du projet et que les projets peuvent s'exécuter sans problème. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de constater pour le moment? Si les choses n'avancent pas trop bien, c'est entre autres à cause de ça. Ou principalement, c'est à cause de ça. Parce que les territoires ne sont pas... Vous voulez dire qu'à Pangui, comme vous étiez là pour déposer votre candidature, vous n'avez rien vu. On n'a encore rien commencé. Bon, en tout cas, c'est vraiment pas de tortue, vraiment difficilement. Et parce pas de centre de santé, pas d'école, pas de bâtiment administratif. C'est vraiment difficile, je voudrais dire. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile, tout simplement parce qu'il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route pour acheminer les matériaux. Donc, c'est vraiment difficile. Et je ne crois pas que ce soit simplement à Pang. C'est presque partout. C'est presque partout. Je pense peut-être que, bon, les projets restent le projet. Nous pouvons ne pas être au pouvoir. Ça veut dire que notre régime peut ne pas être au pouvoir. C'est que nous ne souhaitons pas. Mais quand le projet est là, et il doit être exécuté, l'essentiel, c'est de laisser ces traces-là qui peuvent offrir à la personne qui va venir. Si ça sera nous qui serons reconduits, parce que c'est notre souhait, je pense peut-être que nous pouvons continuer à réfléchir davantage comment nous pouvons effectivement mener à bon port ce projet-là qui est un projet salutaire pour nos territoires. Les élections, c'est l'un des moyens qu'on donne à la population pour pouvoir sanctionner positivement ou négativement ceux qui ont géré les pays, mais aussi la province. Pour vous, quel type d'homme doit-on choisir? Vous savez, le choix de hommes, de fils, de filles qui peuvent bien gérer a toujours été banalisé. Banalisé, pourquoi? Parce que je ne sais pas si ce sont les effets de la colonisation ou de nous-mêmes. Nous avons un taux d'analphabète qui est extrêmement très élevé. Il y a des gens de l'intérieur qui comprennent difficilement qui il peut choisir. Ce qui fait que
beaucoup d'entre eux se livrent aux plus offrants, à ceux-là qui leur amènent, qui d'un verre de sel, qui d'un t-shirt, qui de tel ou de tel autre, sans voir les capacités nécessaires de la personne sur qui ils doivent opérer ce choix. Ils sont obligés d'opérer ce choix-là. Et c'est ça le problème. Donc, le niveau d'analyse, de perception de nos compatriotes est encore des niveaux un peu qui pas très élevés, du fait que c'est nous-mêmes, nous, les politiciens, qui avons voulu mettre ce genre-là dans cette situation-là. Pourquoi? Parce que depuis plusieurs années, on avait voté la Constitution, la Constitution actuelle en 2006, si je ne me trompe pas. Mais la gratuité de l'enseignement, c'est le régime de Tshisekedi qui essaye de... Si nous avions commencé avec ça beaucoup de contraintes et des si nous avions commencé avec ça depuis des années, depuis longtemps, en 2007, 2008, on serait très loin. Tout simplement parce que les gens qui nous dirigeaient à l'époque n'avaient pas ces idées-là. Ces idées étaient ailleurs. Il fallait laisser cette population dans cet état pour qu'elle ne réfléchisse pas comme il faut. En fait, quand ils ont besoin de leur vote, ils vont, ils leur donnent des tricots, de ceci, ils chantent, et patati patata, et ils font semblant de vote et d'élection, et ils sont votés. Et ça, ce sont des choses qu'il faut condamner. Mais avec les régimes de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, nous avons fait le minimum. Quand bien même que c'est difficile, parce que ce n'est pas en une année ou 2 ans ou 3 ans que nous pouvons réussir totalement. Mais je vois que nous sommes en train de nous battre pour que l'effectivité de la gratuité de l'enseignement soit visible. Donc, quelle personne choisir? Moi, je dirais à ma population, particulièrement de Pang, et en toute la population de la République démocratique du Congo, c'est de regarder la personne qui incarne le leadership, qui a la vision de développer. Il ne faut pas se laisser berner par quelqu'un qui vient avec des discours de les corbeaux et les renards. Il faut quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui peut être capable d'apporter de nouvelles initiatives, une nouvelle vision de voir les choses, une nouvelle vision de gouvernance. Je ne dis pas que moi, député, je viendrai construire des ponts. Non. Mais je dois me battre pour que je puisse défendre des projets de loi, me battre à l'Assemblée pour que certains projets soient orientés dans le maniement, pour que certains projets de loi du pays soient votés, soient appliqués. C'est ça le rôle d'un député. Alors, la population de Pangui va vous demander, voilà, nous vous connaissons, vous êtes notre fils, nous allons vous donner nos voix. Et là-haut, vous allez amener quel candidat? Non, moi je dis d'abord, en fait, c'est une population que je salue d'abord en passant parce que je m'attendais le mois. J'étais parti à Pangui la première fois quand j'étais... Bon, je suis né d'abord là-bas et grandi. Mais quand je suis venu à Kindu, ça faisait plus de 28 ans, 30 ans d'ailleurs, que je n'y avais jamais mis le pied. Et la première fois quand je suis allé, j'étais au gouvernement bien entendu, et tout à fait normal que les gens puissent m'accueillir parce que c'est leur fils qui était venu sous une autre casquette. Je pensais que c'était ça la motivation. Mais je n'étais plus au pouvoir. Je n'avais rien. Je n'ai rien, bon. Je n'ai pas offert aux gens de t-shirts de ceci, de cela. Mais quand ils avaient appris que je descendais
allait le saluer, eh ben, il fallait voir la foule. Donc j'étais très bien accueilli, davantage, je crois, peut-être plus que quand j'étais au gouvernement. Et je suis toujours sollicité, et c'est comme ça que je remercie cette population-là. Et je dis simplement qu'à cette population qui doivent croire à la personne de M. Takaichi. Même le peu de temps que je suis resté au ministère de la Justice, les gens savent comment j'ai travaillé. Je suis sérieux dans ce que je fais. Si je ne connais pas quelque chose, je ne connais pas quelque chose. Je ne connais pas. Je ne peux pas faire. Et si je connais, je m'implique. Et si je vais atteindre un objectif, je le fais. Pour preuve, j'ai laissé beaucoup de projets au ministère de la Justice. Et si j'étais là, peut-être que ces projets allaient, les projets beaucoup de construction beaucoup de projets que vous avez laissés au ministère de la Justice. Et c'est la même manière que je devais leur offrir je vais offrir à ce gens-là, s'ils m'apportaient leur voix, offrir à cette population toute ma personnalité, toute mon expérience, toute mon expertise pour que les choses aillent de l'avant. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Quel message apporter à la population pour votre candidat président de la République? Bon, je disais, le fait de constater que le président de la République n'est pas... Nous ne sommes pas encore... Ce n'est pas encore tard. Peut-être qu'il pourra toujours se déplacer un jour avant la période de campagne. Mais je dis, nous ne devons pas désespérer. Nous ne devons pas nous sentir frustrés. C'est nous-mêmes qui sommes à la base de ce qui nous arrive. Et nous devons lui faire confiance au président de la République. Continuer à lui faire confiance parce que c'est un homme qui est déterminé à sortir notre pays dans le pétrin, dans la situation macabre dans laquelle on avait trouvé ce pays. Donc, comme qui dirait, parce que j'avais un professeur, Kayembantamba, c'est pas Kayembantamba, Kala Chibango, et qui disait que les gens d'Engaba étaient au 7e étage du sous-sol. Donc, c'est là où nous avions trouvé ce pays. Ce pays était ingouvernable. C'était un pays chacun faisait ce qui lui passait sur la tête. Et donc, ce n'est pas en 5 ans, ou en 2, 3 ans, ou en 5 ans, que nous pouvons redresser le pays. Donc, nous avons d'abord un problème de mentalité. Donc vous demandez absolument à votre base, à votre population du Maniema, d'élire Tshisekedi. Tout à fait. Non seulement la province du Maniema, c'est toutes les provinces, en fait, toute la République. D'accorder encore cette chance-là à la personne qui a cette volonté de faire avancer les choses. Il a, ce monsieur-là, Félix-Antoine Tshisekedi, j'ai eu à travailler avec lui, c'est un monsieur qui a de la volonté. Mais un petit handicap qu'il avait, évidemment, on ne se choisit pas de... C'est son entourage, il y a très peu de gens qui comprenaient ou qui comprennent c'est que sa philosophie, sa façon de voir les choses, et qui ne l'aide pas vraiment. Nous avons dit, d'entrée de jeu, nous avons décrié les problèmes. On a fait beaucoup de confiance à l'indépendance de la justice, mais la justice est en train de trahir. Vous avez vu, on a essayé de nettoyer la justice avec les ordonnances. Maître Bernard Takaichi, nous avons fini l'émission. Votre dernier mot? Non, le dernier mot, c'est de dire que, particulièrement la province du Maniema, c'est de ne pas être frustré. C'est de garder confiance, non seulement au président de la République, et à nous qui sommes à ses côtés, qu'il ne faudra pas qu'on soit déçus, qu'on soit frustrés. Nous sommes ensemble et ce n'est qu'un début, je dirais. Ce n'est qu'un début. Beaucoup de choses restent à faire. Nous devons tous
les gens du Maniement en général et en particulier les enfants de Pangui, les filles et fils de Pangui, doivent absolument se mettre ensemble pour essayer de réfléchir, chacun en ce qui les concerne, réfléchir comment nous pouvons développer notre maniement. Merci. Et donc, je dis au gouverneur qui est un intérimaire qui est là, d'essayer d'avoir le peu de temps qui lui reste, d'essayer d'initier beaucoup de projets de développement, apporter, même nous solliciter pour que nous puissions l'aider. Nous ne sommes pas ennemis. D'accord. Merci beaucoup, Maître Bernard Takaïché, d'avoir été les nôtres. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs de l'émission Grand Défi. Merci de nous avoir suivis. La suite au prochain numéro. Au revoir. Yeah.